Dans les titres de ce 13h, bientôt un centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 30 octobre. Bien d'autres décisions importantes ont été prises par les membres du gouvernement. Encore quelques jours et nous séparent bien entendu de la présidentielle aux États-Unis est prévue pour le 5 novembre. Quels sont justement les enjeux de ce scrutin qui oppose l'actuel vice-président des États-Unis Kamala Harris à Donald Trump? L'analyse de Rodrigue Azinongbe est à suivre depuis les États-Unis. Et puis, besoin des produits électroménagers de qualité, une seule adresse, la boutique électromobile Bénin qui vient d'ouvrir ses portes à Parakou avec des coûts réduits à la clientèle. Epiphane Chabi était à la cérémonie d'inauguration. Son public reportage est à suivre à la fin de cette édition. À suivre les sports, l'actualité africaine et la revue de presse nationale. Voilà pour les principaux titres. Radio Fraternité 96.5. Fraternité FM. Bienvenue à chacun et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi et en attendant d'avoir le compte-rendu intégral, nous faisons le point des grandes décisions prises. Au titre des mesures normatives, l'exécutif a décidé de la création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. À noter aussi la création et l'approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Au chapitre des communications, le Conseil a autorisé l'indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Le gouvernement a aussi décidé de contractualiser pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Vous aurez donc plus de précisions sur ce compte-rendu du Conseil des ministres dans nos prochaines éditions. Autre volet de l'actualité dans ce 13h, le Bénin et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR renforcent leur partenariat. En effet, le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, a reçu ce lundi 28 octobre les lettres de cabinet du nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR pour le Bénin. Les échanges avec le ministre ont porté sur la collaboration présente et future entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin. À sa sortie d'audience, le représentant du HCR se dit satisfait et promet son accompagnement pour protéger les réfugiés face aux enjeux actuels liés à la crise au Sahel. On écoute Olivier Guillaume Bir. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble en raison de ce qui se passe au Sahel central et des personnes qui arrivent dans les pays côtiers, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Eh bien, nous avons eu à échanger sur la collaboration présente et future entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Dans un autre registre à présent, s'ouvrir aux critiques et suggestions de la population pour mieux se réorganiser, c'est dans cette optique que la Commission électorale nationale autonome Sénat a lancé mardi 29 octobre ses journées portes ouvertes. Cette initiative, qui est à sa deuxième édition, s'inscrit dans la droite ligne des élections générales de 2026. Pendant 72 heures, les visiteurs vont entre autres
à la découverte de l'institution et de ses différentes prérogatives, aller à la rencontre avec les cadres de la Sénat, puis poser toutes sortes de questions et formuler des critiques ou suggestions. Dans son discours d'ouverture, le président de la Sénat a d'abord fait un point de l'édition précédente. Il a ensuite donné des précisions sur ce qui est prévu cette année. On écoute le président de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Saka Lafia. Pour la majorité des Béninois, la Sénat, à l'instar des grandes institutions de la République, est un lieu lointain et inaccessible, un lieu de mémoire, un lieu symbolique, presque mythique, où s'écrivent les grandes pages de la politique et de la démocratie de notre pays. Pour briser cette barrière, nous avons fait le choix d'ouvrir chaque année nos portes pour faire en sorte que le service public, plus précisément l'organe de gestion des élections, soit plus accessible et à chacun et à chacune de nos concitoyennes. L'édition 2023 avait déjà permis d'amorcer une plus grande ouverture de notre institution aux populations béninoises. Nous vous assurons que la présente édition nous offre à nouveau l'opportunité non seulement d'échanger, mais aussi de renforcer davantage le lien de confiance tissé lors de la première édition. Pendant 3 jours, vous aurez l'occasion de visiter nos stands qui sont au nombre de 7 et qui portent sur les thématiques suivantes. 1. Organisation et fonctionnement de la Sénat. 2. Contentieux électoral. 3. Planification électorale. 4. Logistique électorale. 5. Sécurité du processus électoral. 6. Communication, recrutement et formation des agents électoraux. 7. Gestion des systèmes d'information. L'initiative donnera aux populations un aperçu général des processus électoraux. C'est pourquoi le président de la Sénat invite les participants à apporter leur contribution pour la réussite de la 2e édition des Journées Portes Ouvertes. On écoute Saka Lafia, il est le président de la Sénat. Je formule l'espoir qu'après avoir exploré ces 3 stands, vous serez en mesure de mieux appréhender l'organisation, le fonctionnement de la Sénat et la majorité des actions menées pour la réalisation de sa mission et de sa vision. Je voudrais rappeler que cette 2e édition des Journées Portes Ouvertes de la Sénat intervient en prélude aux élections générales de 2026 et est l'occasion pour toutes les parties prenantes aux processus électoraux que vous êtes d'apporter votre contribution aux fins de nous permettre de mieux nous préparer pour réussir ces échéances électorales de taille. Mesdames et messieurs, ces journées portes ouvertes sont une invitation aux échanges et au dialogue, une chance de mieux comprendre l'institution en charge de l'organisation des opérations électorales et de s'engager ensemble dans la voie de l'amélioration continue. Conscient des multiples défis auxquels nous faisons face, je vous encourage à participer pleinement aux activités de ces 3 jours, à poser des questions, à partager vos observations et à exprimer vos suggestions. Saka Lafia, président de la Sénat. Et puis on le disait depuis ce matin, Christelle Rundanugbo, revoquée de son poste de directrice de l'administration du parti L'Union Progressiste Le Renouveau. La décision a été rendue publique ce lundi 28 octobre à travers une note portant la signature de Joseph Diogbenou, président du dit parti. Elle a été revoquée de son poste pour faute grave. Selon la note, Christelle Rundanugbo a, de son propre chef et sans en avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du parti, et encore moins informé son président engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024 un contrat qualifié mémorandum d'accord. Mesdames, Messieurs, l'édition se poursuit, mais avant, on va marquer une coup de pause. Drame à Kandi, un jeune homme, la vingtaine environ, a perdu la vie après avoir été poignardé par un individu. Selon nos informations, il a été poignardé alors qu'il tentait d'intervenir pour récupérer les poulets de sa maman volés par un individu. La victime échangeait avec le propriétaire de la maison dans laquelle réside le présumé voleur lorsque celui-ci a surgi pour lui asséner un coup de poignard dans le ventre. Le drame s'est produit le lundi 28 octobre à Kandi, dans le quartier Baobab. L'auteur, désormais en fuite, est activement recherché par la police. Je le disais en début d'édition, les Américains décideront le 5 novembre prochain
qui sera leur président, Kamala Harris, Donald Trump, deux candidats que tout semble opposer et continuent de battre campagne en parcourant les États clés des États-Unis d'Amérique. Pour convaincre l'électorat, des personnalités influentes et anciens dirigeants s'investissent aussi dans cette campagne électorale dans les deux camps. Mais quels sont les enjeux de cette élection? La réponse avec notre envoyé spécial à New York, Rodrigue Azinobe. C'est mardi prochain, tard dans la nuit aux États-Unis et tôt le matin au Bénin, qu'on connaîtra le nom du prochain président américain. Le face-à-face Kamala Harris, vice-présidente sortante, et Donald Trump, ancien président entre 2016 et 2020, a tout l'air d'un combat sans merci. Pour l'ancien président, gagner a un double sens pour lui. Premièrement, ce sera une revanche sur l'élection d'il y a 4 ans, élection au cours de laquelle il a été désigné perdant face à Joe Biden, une défaite qu'il n'a d'ailleurs jamais reconnue, et il a à cœur de démontrer en cas de victoire qu'il demeure l'homme de la situation. Deuxièmement, les déboires judiciaires qui se sont accumulés durant sa traversée du désert ces 4 dernières années, gagner lui permettrait d'avoir 4 ans de répit. Face à lui, Kamala Harris, qui a remplacé l'actuel président Joe Biden au pied levé, elle se trouve face à un monstre politique. Son adversaire très populiste ne rate aucune occasion pour tirer sur elle et la rend comptable de la gestion de la présidence Biden. Harris, juste après sa désignation comme candidate démocrate, avait vu sa courbe de popularité dépasser celle de Trump lors des sondages pendant des semaines. Mais ces derniers jours, sa campagne semble un peu stagner, les pro-Trump font feu de tout bois, même le milliardaire et propriétaire de Tesla et Twitter nouvellement X, Elon Musk, occupe l'espace pour porter la campagne de l'homme d'affaires. La situation de la campagne Harris a même fait sortir de sa retraite l'ancien président Barack Obama, qui parcourt les différents États clés, les swing states, pour faire changer d'avis les électeurs encore indécis. La guerre des sondages fait aussi rage. Chaque camp sort des chiffres pour montrer que c'est lui qui mène la danse, pour convaincre encore ceux qui ont quelques doutes. Comme on peut le voir, la campagne bat toujours son plein, et bien malin qui pourra dire celui qui occupera le bureau ovale de la Maison Blanche en janvier prochain. Rodrigue Azinobe, New York, pour Fraternité FM. Voilà, merci à Rodrigue Azinobe depuis New York, qui nous parlait justement des enjeux de la présidentielle aux États-Unis. Dans un autre registre à présent, comme annoncé par l'Agence nationale de la météorologie, Météo Bénin, c'est déjà la fin de l'unique saison des pluies au nord du Bénin. Pour rappel, ces prévisions saisonnières avaient prédit des cumuls pluviométriques excédentaires, humides à plus humides ou moyens, une situation qui devrait encourager la production de spéculations tolérantes, et ces prévisions ont été observées au cours de la saison, ce qui prouve encore une fois la fiabilité des données de la météo. Selon le directeur général de Météo Bénin, les données deviennent de plus en plus fiables grâce au renforcement des équipements pour le travail et la qualité des ressources humaines. On écoute Didier Kakba. Effectivement, tel que nous l'avions prédit il y a de cela quelques mois, que la saison prendra fin à la fin du mois d'octobre. C'est effectivement ça. C'est déjà la fin de la saison au nord de notre pays. Et même si on devrait avoir une pluie encore, ce serait très rare. D'accord, c'est très rare. Alors, la fiabilité de ces données ou de ces prévisions de l'Agence nationale de la météorologie est due au fait que désormais nous disposons de la ressource humaine qualifiée. Et nous disposons également des équipements de dernière génération qui nous permettent d'avoir les données fiables, et une fois que la ressource humaine aussi est disponible, la compétence pour la réalisation de ces produits est sans doute une efficacité. Ce qui explique la fiabilité de nos prévisions aujourd'hui, c'est la ressource humaine qualifiée, et puis les équipements de collecte de données et de traitement de dernière génération que nous disposons. Donc tout ceci ensemble nous permet de donner des prévisions avec précision depuis quelques années. L'expert en météorologie annonce par la même occasion le début de l'harmattan pour très bientôt dans le nord Bénin, fin novembre, avec un pic en décembre. On écoute pour plus de précision Didier Kakpa, directeur général de Météo Bénin. L'harmattan déjà vers le nord de notre pays, on va commencer par sentir l'harmattan déjà à partir de la fin du mois de novembre. Et décembre déjà, ce serait vers l'harmattan qui va s'installer sérieusement avant que la saison sèche. C'est déjà la saison sèche avec l'harmattan, mais l'harmattan prendra fin déjà
après janvier. Après janvier, nous allons traverser cette saison sèche-là. Avant que la pluie ne démarre encore vers mars ou avril. Cela dépendra de phénomènes atmosphériques que nous allons pouvoir mettre à votre disposition très bientôt. Nous allons poursuivre cette édition avec un autre registre, bien entendu. Inventé il y a près de 200 ans, le braille permet aux aveugles et malvoyants du monde entier de pouvoir lire et écrire malgré leur cécité. Plus que cela, ce système d'écriture basé sur le toucher offre aux déficients visuels un accès à la connaissance et à l'enseignement. Selon le directeur du Centre de promotion sociale des aveugles de Parakou, l'écriture braille est le seul moyen par lequel le malvoyant peut s'ouvrir au monde. Qu'il s'agisse des non-voyants et des malvoyants, cet outil est le seul capable de les aider dans leur situation. Mais selon Alexis Botton, ces outils sont chers et leur absence dans le centre complique l'apprentissage aux profits des apprenants. On écoute pour plus de précision Alexis Botton. Il est le directeur du CPSA Parakou. L'éducation des enfants déficients visuels a d'abord une base fondamentale qui est l'accès à l'écriture braille. L'écriture braille reste un peu comme pour le voyant l'écriture ordinaire qui permet d'accéder à l'éducation, d'abord à l'écriture, à la connaissance, et c'est la porte ouverte au fait sur l'éducation des personnes handicapées. Et donc grâce à l'écriture braille, qu'il s'agisse des non-voyants ou des malvoyants, ils parviennent à apprendre le b.a.-ba, comme on le dit, et finalement ils parviennent à savoir lire et écrire, et ainsi est ouvert la porte sur le monde de l'éducation. Le matériel pour l'éducation des personnes handicapées de la vue coûte relativement cher parce que nous avons par exemple la tablette braille, nous avons le poinçon, nous avons des feuilles braille, nous avons des cahiers braille, nous avons des calculatrices sonores, nous avons des téléloupes, nous avons beaucoup de matériel qui sont nécessaires pour l'éducation des personnes handicapées visuelles. Selon Alexis Botton, les personnes handicapées visuelles communiquent mieux avec les autres sens non visuels. Il s'agit entre autres de l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. On écoute pour plus de détails Alexis Botton, directeur du CPSA Parakou. La personne handicapée de la vue voit ou communique beaucoup à travers les sens non visuels. Je vais parler notamment de l'ouïe. Quand il est à l'école, par exemple, quand il est en classe, l'enseignant doit suffisamment expliquer, suffisamment parler, suffisamment oraliser ce qu'il dit pour que l'enfant entende. Et à travers ça, l'enfant accède beaucoup plus au contenu de l'enseignement. L'autre sens, c'est l'odorat, le sens de sentir quelque chose. Lorsqu'il est au milieu de ses pairs, il sait, et ça lui permet de s'orienter, de savoir qu'il n'est pas seul, de savoir qu'il est bien accompagné, et ainsi de suite. Tous les autres sens non visuels sont indispensables pour la personne handicapée de la vue. Voilà, nous allons poursuivre ce journal, mais cette fois-ci, c'est avec les sports. Et je suis avec Jacques Debé, bonjour. Bonjour Raoul Stevogunoko. Ligue Pro au Bénin, la VAR bientôt utilisée lors des matchs. Oui, la Fédération béninoise de football s'apprête à expérimenter la technologie VAR pour la première fois dans le championnat national de Ligue Pro. Ce projet vise à aligner le Bénin sur les standards internationaux et à suivre les recommandations de la FIFA, la Fédération internationale de football association. Cette phase expérimentale va débuter lors de la 7e journée avec 2 essais prévus au stade omnisport de Ouidah. Ces tests se tiendront pendant les matchs Coton-Asvo le 9 novembre et Jeunesse sportive de Ouidah AS Police le 10. Cette démarche permettra à la FBF de tester en conditions réelles le dispositif proposé par la société qui fournit les équipements VAR. Avant toute acquisition définitive, les experts de la CAF, la Confédération africaine de football, devront former
former les arbitres béninois à cette technologie. C'est une grande révolution qui s'annonce dans le football béninois. Voilà. Liga, pendant ce temps, le match Valence-Real pourrait être reporté. En proie à de violentes inondations, la ville de Valence va-t-elle réellement accueillir la rencontre entre le FC Valence et le Real Madrid samedi 20h dans le cadre de la 12e journée de Liga? Et selon le média espagnol Relevo, la Ligue pense logiquement à reporter le choc entre la lanterne rouge de la Liga et le dauphin du FC Barcelone, alors que la tempête a déjà fait plus de 50 morts d'après bilan. Et puis cette nouvelle victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du ménisque du genou gauche il y a un an. Neymar a récemment repris la compétition, vous le savez, avec son club d'Al Hilal en Arabie Saoudite. En revanche, le milieu offensif va devoir attendre l'année prochaine avant de retrouver la sélection du Brésil, informe Globo Esport. Le média brésilien indique que la décision a été prise en accord avec les deux parties, à savoir le staff du sélectionneur Dorival Junior et le clan du joueur. Merci Jacques Degbé, c'était les sports. Nous allons poursuivre avec l'actualité africaine. Et c'est avec Mansour Atoua Deni Djibril. Bonjour. Bonjour Raoul Steve Bounouko. Au Niger, 4 ex-ministres toujours détenus malgré une décision de justice de les libérer. Après le coup d'État du 26 juillet, tous les 4 ministres sont poursuivis pour atteinte à la surtrahison. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur nigérien, celui des Finances, celui de l'Énergie et son collègue du Plan. Ces derniers se trouvent toujours en prison 3 mois après que la justice ait ordonné leur remise en liberté. Selon une source proche du dossier, une nouvelle accusation a depuis été ajoutée au dossier des 4 anciens ministres, et celle d'association de malfaiteurs. Sur cette base, ils font l'objet d'un nouveau mandat de dépôt. Du Niger, rendons-nous en Tunisie où des créateurs de contenu sont arrêtés sur fond de polémique sur les réseaux sociaux. Des mandats de dépôt ont été émis contre au moins 5 créateurs de contenu pour atteinte à la pudeur et harcèlement d'autrui via les réseaux sociaux selon le code pénal. Ce coup de filet succède à une mise en garde du ministère de la Justice publiée via communiqué le 27 octobre. Le texte avertit que des enquêtes pénales seront ouvertes contre toute personne produisant, diffusant ou publiant des images ou des comportant des contenus portant atteinte aux valeurs morales. Voilà, c'était l'actualité africaine. Nous allons retrouver maintenant Epiphane Chabi, c'est pour la revue de presse nationale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Par décision portant révocation de la direction de l'administration du parti Union Progressiste et le Renouveau, Christelle Roudonoubou Alioza a été déchargée de ses fonctions. Le matinal, Éveil Info, le potentiel Fraternité, l'autre quotidien, le Pays émergent Matin Libre d'Abarou et bien d'autres publications en parlent. À celle qui est connue dans l'univers politique béninois comme l'une des figures féminines les plus actives, il est reproché d'avoir de son propre chef sans avoir reçu pouvoir spécial ou une quelconque habilitation du parti et encore moins informé son président, engagé, poursuivi et conclu le 8 octobre 2024, un contrat qualifié mémorandum d'accord qui engage le parti à l'égard d'un cabinet. L'investigateur aussi en parle et précise que c'est du moins les faits exposés dans l'article 2 de la décision précipitée, durement signée du président de la haute direction politique du parti qui ont coûté à Christelle Roudonoubou Alioza sa révocation du poste qu'elle occupe depuis décembre 2019. L'acte est analysé comme étant une faute grave étant donné qu'elle engage la vie du parti mais éventuellement à la charge de celui-ci des obligations dont le non-respect pourrait donner lieu à des déboires, toute chose de nature à ternir l'image du parti qui demeure la plus grande force politique du Bénin si l'on s'en tient aux dernières élections législatives du 8 janvier 2023. Et sur le sujet, le matinal se demande ce qui a pu bien pousser Christelle Roudonoubou, une figure de pro du parti, à commettre
commettre une telle erreur administrative? A-t-elle mesuré la portée de l'acte qu'elle a posé, des implications qu'il pourrait induire pour le parti? Pourquoi Dama Liosa s'est-elle permise de façon unilatérale et sans le quitus du parti de formaliser un contrat au nom du parti, se demande le journal, qui veut aussi savoir si elle est fondée en sa qualité de directrice de l'administration du parti à agir ainsi. Autant de questionnements qui ne manquent de pertinence mais qui pour l'heure demeurent sans réponse selon la publication. Et au-delà des faits reprochés à Christelle Udonoubo, il faudra peut-être rechercher les vrais motifs de cette éviction plus loin, pense le matinal, qui ajoute que de sources proches du parti, le courant ne passerait plus trop entre la désormais ex-directrice de l'administration de l'UP Le Renouveau et le président du parti Joseph Djogbenou. Il a reproché à Madame Aliosa de se donner certains aides de liberté qui ne seraient pas du goût de l'instance dirigeante du parti, et c'est ainsi qu'elle aurait reçu il y a quelques semaines au siège du parti une délégation de meilleurs élèves filles du département du Borgou admises aux examens de fin d'année. Cette délégation, selon les investigations du matinal, aurait été accompagnée par un élu communal du bloc républicain, et cette démarche a été dépréciée par la direction du parti et a aussi valu à son initiatrice une demande d'explication. Outre la maladresse précipitée qui a potentiellement mis en disgrâce Christelle Udonoubo, il y a eu un autre fait majeur, fait savoir le matinal, qui déballe qu'il s'agit de la publication qu'elle a faite sur sa page Facebook le 2 octobre 2024 dans laquelle elle a souhaité joyeux anniversaire à Olivier Bokor, ex-baron du régime, en plein ennui judiciaire pour implication présumée dans l'affaire de tentative de coup d'État. Cette attitude, quoique perçue et saluée comme un acte de bravoure et de courage par plusieurs internautes, frise une violation du principe de discipline de groupe, et cette maladresse a, de l'avis de beaucoup d'observateurs, été le coup fatal qui a accéléré son débarquement du prestigieux poste de directrice de l'administration du parti. Et toujours sur le sujet, le matinal se demande qui va succéder à Christelle Udonoubo à la tête de l'administration du parti Union Progressiste Le Renouveau. Cette question taraude l'esprit des militants et de l'opinion publique, conclut la publication. Parlons toujours politique dans cette revue avec le pays émergent qui s'intéresse aux intrigues contre l'ancien président de la Cour suprême Ousmane Batoko et précise que le président de OB26, Jean-Eudes Mitokwe, rabat le kaki à Rachidi Gbadamassi. Ousmane Batoko n'est pas le père adoptif de Steve Amoussou comme l'a annoncé l'ancien député Rachidi Gbadamassi, clarifie la publication. Profitant d'une conférence de presse qu'il a récemment animée, Jean-Eudes Mitokwe, le président du mouvement Objectif Bénin 2026, a tenu à revenir sur cette déclaration. Pour lui, il s'agit simplement d'une contre-vérité, d'un mensonge, car Madame Amoussou a été son professeur de physique au CEG à Bomekalavé. Elle a gardé une génération entière et c'est une dame intègre et rigoureuse, a-t-il ajouté, pour contredire les déclarations qui ont été faites par l'ancien député Rachidi Gbadamassi, conclut la publication. Et plus loin, des bruits de bottes se font entendre à nouveau à la télévision et à la radio nationale. Matin Libre, le matinal et bien d'autres publications en parlent, précisent que les travailleurs mécontents montent au créneau pour dénoncer leur exclusion de la mise en œuvre des réformes annoncées à la SRTB. Réunis en assemblée générale ce mercredi 29 octobre, le syndicat des travailleurs de la SRTB s'indigne et dénonce sa non-implication dans la mise en œuvre des réformes. Et dans les dernières secondes, les 4 vérités nous informent qu'une jeune dame a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt dans un dossier de cambriolage pour avoir reçu un transfert Momo d'un téléphone volé. Le procès a eu lieu ce mardi 29 octobre 2024 au tribunal de première instance de Cotonou et à la barre. La victime a fait savoir qu'elle a été cambriolée. Et selon cette déclaration, l'enquête ouverte n'a pas permis d'appréhender les auteurs du cambriolage et toutefois, une transaction Momo a été repérée au niveau d'un opérateur GSM avec l'un des portables volés. C'est ce qui a permis d'interpeller l'accusé qui était devant le juge ce mardi et selon la victime, le montant des objets volés de la somme d'argent est estimé à environ 2 millions de francs CFA. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. Mesdames, Messieurs, c'est également la fin de cette édition. Retenez pour l'essentiel que bientôt un centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 30 octobre. Bien d'autres décisions importantes ont été prises. Encore quelques jours nous séparent de la présidentielle aux États-Unis prévue pour le 5 novembre. Quels sont les enjeux de ce scrutin qui oppose l'actuel vice-président Kamala Harris à l'ancien président Donald Trump? Vous aviez suivi l'analyse de Rodrigue Azinongbe.
notre envoyé spécial depuis New York. Et puis besoin des produits électroménagers de qualité, une seule adresse, la boutique électromobile Bénin qui vient d'ouvrir ses portes à Parakou avec des coûts réduits à la clientèle. Et puis Fan Chabi était à la cérémonie d'inauguration. Vous suivrez son public reportage dans quelques secondes. Lydie Meou aux manipulations techniques, Aurel Winsou à l'édition en direct. Je suis Raoul Steve Gounoukon. Merci de nous avoir suivis. C'était le journal sur Fraternité FM. Je l'annonçais il y a un instant, la boutique électromobile Bénet,